Les Allemands sur le toit du monde lors de l'été 2023, les derniers MVP NBA principalement européens et la folie autour de notre Wemby national. Le basket semble plus que jamais ne plus être que l'histoire des Américains. Alors comment expliquer cette européanisation du basket et principalement de la NBA? Comment le rapport de force entre basketteurs américains et européens s'est largement modifié au cours des 10 dernières années? On y répond dans cette vidéo. Salut à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport. On ouvre notre branche basket, donc plusieurs vidéos sur ce sport vont sortir sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros sujet, celui de la confrontation entre basketteurs américains et basketteurs européens. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour la chaîne et ça vous permet de ne pas rater nos prochaines vidéos. Passion Sport est également en partenariat avec Royalties, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, le lien de parrainage est dans la description. Ça soutient beaucoup notre média. Il faut savoir que le basket est né aux États-Unis à la fin du 19e siècle et c'est le seul sport professionnel qui a été créé aux USA. La meilleure ligue mondiale, la NBA, est apparue en 1949 et a vu les premières stars du basket éclore dès les années 60 avec notamment Wilt Chamberlain. On peut bien sûr aussi évoquer Kareem Abdul-Jabbar qui a marché sur la NBA de 1969 à 1989 et qui a été pendant très longtemps le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Le basket a été créé bien plus tard en Europe. Il a par exemple fallu attendre jusqu'en 1987 pour voir les ligues Pro A et Pro B devenir professionnelles. Et ce retard est l'une des causes de la domination des Américains sur le basket lors du XXe siècle. Une domination qui se matérialise par le sacre constant des Américains aux Jeux Olympiques. Sur 20 JO, ils ont décroché 16 fois la médaille d'or. L'âge d'or des Américains est sûrement l'époque de la Dream Team aux JO de Barcelone 1992 avec Michael Jordan, Larry Bird ou encore Magic Johnson qui roulent sur la compétition en gagnant tous leurs matchs avec au moins 30 points d'écart. Les années qui suivent continuent de mettre en lumière ce déséquilibre entre basketteurs américains et européens avec bien sûr l'immense domination des légendes du basket que sont LeBron James ou encore Stephen Curry qui règnent sur la NBA et sur le basket mondial. Mais aujourd'hui, cette ère est en passe de se terminer. Les basketteurs qui ont marqué les années 2010 sont vieillissants. LeBron James a 38 ans, Stephen Curry en a 35 tout comme Kevin Durant et les meilleurs joueurs actuels sont européens. On le voit notamment avec le fait que sur les 5 derniers MVP, ce sont 4 européens avec Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic à 2 reprises chacun. En plus de cette petite stat, cette tendance de voir les Européens dominer la ligue ne semble que commencer. On le voit chez les jeunes, le numéro 1 de la draft en 2023 était bien sûr Victor Wembanyama. Tous ces éléments nous forcent donc à se poser une question: comment les Européens arrivent à être si forts et à s'imposer en NBA au point même de questionner la suprématie traditionnellement américaine? Eh bien, l'élément central de notre réponse qui est souligné par les médias américains est la crise de la formation des jeunes joueurs aux États-Unis. Et pour essayer de comprendre cette crise, on va donc comparer la formation des joueurs américains à celle des joueurs européens. Aux États-Unis, les jeunes évoluent dans 2 types de compétitions. Il y a d'abord le championnat universitaire où les différents lycées s'affrontent pendant l'année scolaire et à côté, il existe le championnat AAU. Kobe critiquait ce championnat AAU en disant qu'il était devenu merdique quand il était au lycée. Il faut savoir que tous les ans, dès la fin de la saison universitaire et jusqu'au début de la prochaine, c'est-à-dire d'avril à fin août, soit presque la moitié de l'année, des jeunes joueurs de 7 à 18 ans traversent les États-Unis pour jouer les uns contre les autres. Jusque-là, on pourrait se dire que ce championnat est un bon complément pour les jeunes joueurs. Mais en fait, ce complément se fait au détriment du championnat universitaire. On le voit, certains joueurs préfèrent délaisser le championnat universitaire pour jouer à fond le championnat AAU. Sauf que l'Amateur Athletic Union n'apprend pas la bonne manière de jouer au basket. Les joueurs n'ont qu'une obsession, c'est de se faire repérer par les scouts, tandis que les marques font du profit sur la médiatisation de ces matchs. On se retrouve alors avec des matchs qui n'ont que pour but de donner des beaux highlights sans donner de l'importance à la victoire. C'est notamment ce qu'affirme Steve Kerr, 5 fois champion NBA en tant que joueur et 4 fois en tant que coach des Warriors. Ce qui me trouble au sujet de l'AAU, c'est au combien gagner et d'évaluer. Effectivement, les jeunes prospects jouent 4 à 5 matchs par jour et ne s'intéressent qu'à leur performance individuelle. Au-delà du fort risque de blessure, les jeunes n'ont pas d'entraînement collectif et n'apprennent donc pas à développer un jeu d'équipe cohérent. Du côté de la formation des jeunes joueurs européens, les choses sont bien différentes. La formation est plus adaptée pour progresser sur le plan individuel et collectif et prépare les jeunes joueurs à évoluer au plus haut niveau. On le voit, les jeunes joueurs européens ont tendance à être introduits dans le monde professionnel plus tôt. Prenons l'exemple de Bilal Coulibaly, français drafté à la 7e position de la dernière draft. Bilal Coulibaly jouait en espoir au Metropolitans 92 dès ses 17 ans, alors qu'au même âge, les prospects américains continuent de jouer au lycée. Bilal Coulibaly explose lors de la saison 2022-2023 où il gagne ses premières minutes en pro et s'installe rapidement dans la rotation de Vincent Collet. Il a même l'occasion de participer aux playoffs de la Betclic Elite, atteignant même la finale, une série où il a joué en moyenne 25 minutes par match. Désormais en NBA du côté des Washington Wizards, Bilal Coulibaly s'est très vite adapté, étant déjà le meilleur joueur des moins de 22 ans à être le plus impactant en match. Le rookie français tourne déjà à plus de 20 minutes de jeu par match et c'est par exemple illustré lors de la nuit du 12 novembre dernier, cumulant 20 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions, tout ça en n'ayant que 19 ans. On voit donc cet avantage d'être formé en Europe. Les joueurs découvrent plutôt l'exigence du niveau professionnel, jouant contre les meilleurs joueurs du continent et apprenant à jouer en équipe. Certes, ils jouent moins de matchs, mais les matchs sont préparés pendant toute la
la semaine et un véritable plan de jeu est confectionné. Ils sont donc meilleurs en intelligence de jeu, dans leur jeu sans ballon et dans la maîtrise des fondamentaux. Dominer dès ses 18 ans en Europe est donc beaucoup plus impressionnant que de dominer aux États-Unis au même âge. Ce n'est pas pour rien que Luka Doncic affirme qu'il est plus dur de marquer en Europe qu'en NBA, les joueurs ayant plus d'expérience et la défense étant bien mieux rodée. En plus de ça, la saison est plus longue et pour les meilleurs talents, l'été est occupé par les sélections nationales, ce qui leur permet d'engranger de l'expérience lors de matchs à enjeu où la victoire est primordiale et où la chimie est bien sûr essentielle. Alors, est-ce que ce système de formation inspire les Américains? Eh bien, on pourrait pencher pour le oui. Traditionnellement, le championnat universitaire, la NCAA, est la voie la plus prisée par les joueurs américains, mais ces derniers temps, on voit que les horizons de formation pré-NBA tendent à s'élargir. La concurrence d'un autre championnat apparaît de plus en plus sérieuse, il s'agit de la G-League. Alors, il faut savoir que la G-League est la petite sœur de la NBA, où l'on retrouve uniquement des équipes réserves des franchises NBA. Ce championnat est un réel avantage puisqu'il est vraiment en lien avec la NBA. On peut prendre l'exemple de Fred VanVleet. Ses bonnes performances en G-League lui avaient permis d'intégrer la NBA du côté des Toronto Raptors. L'autre avantage important de la G-League est le fait que les joueurs ont un statut professionnel, ils sont donc rémunérés, alors que les joueurs évoluant dans le championnat universitaire ont un statut amateur. Jalen Green, qui était passé par la G-League avant de s'imposer en NBA en devenant le 4e meilleur rookie de l'année 2022, disait que la G-League lui a permis de devenir un vrai pro. Même en ayant cette possibilité d'évoluer en G-League, des joueurs américains décident de sauter le pas et de finir leur formation en Europe. C'est le cas de LaMelo Ball, qui a été rookie de l'année en 2021 et qui jouait, je vous le donne en 1000, en D1 lituanienne à l'âge de 16 ans, avant de finir sa formation en Australie. Il faut quand même préciser que ces trajectoires restent rares, mais cela ne nous étonnerait pas que cette tendance prenne de l'ampleur à l'avenir. Alors maintenant, on va voir comment cet avantage de la formation européenne se traduit en NBA. Eh bien, on peut le voir par les titres déjà, le dernier ayant été remporté par les Nuggets de Denver, mené par le Serbe Nikola Jokic qui a tout raflé sur son passage et a même remporté le titre d'MVP des finales. Sa ligne de stats en finale est d'ailleurs ahurissante. Il a marqué 30 points en moyenne, pris 14 rebonds et a délivré pas moins de 7 passes décisives par match. On peut également parler du grec Giannis Antetokounmpo qui avait tout autant dominé les finales 2021, plantant 35 points, 13 rebonds et 5 passes décisives en moyenne face à des pauvres Phoenix Suns qui ne savaient plus quoi faire. On peut également parler du All-Star Game qui est aussi une bonne illustration de cette européanisation de la NBA. En 2021, le record d'Européens y participant a été battu avec 6 joueurs du vieux continent présents à ce match de gala. Plus généralement, le nombre d'internationaux en NBA grandit d'année en année. Ils étaient 113 en 2013 et cette saison ils sont 125 et ce chiffre devrait continuer d'augmenter dans les années à venir. Et enfin, la Coupe du Monde de cet été a aussi montré qu'il ne fallait pas sous-coter les basketteurs européens. En effet, la finale opposait l'Allemagne à la Serbie et les deux équipes avaient battu respectivement en demi-finale les Américains et les Canadiens, ce qui est quand même très fort en symbole, même si cela reste à nuancer car les Américains étaient arrivés quand même avec une équipe assez faible. Alors en conclusion, on pourrait se demander si ces statistiques et ces récents exploits européens ne seraient seulement que des exceptions. C'est ce qu'affirme le 2 fois MVP des finales Kevin Durant. Utiliser les exemples de Luka Doncic et Jokic, qui sont des anomalies, semble être un moyen de faire passer des fausses idées. Alors même si on l'adore sur les terrains, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Kevin Durant. Le futur du basket semble plutôt s'orienter vers un rapport équilibré entre les basketteurs européens et les basketteurs américains. On ne peut bien sûr pas dire que les basketteurs européens sont meilleurs que les basketteurs américains, comme on ne peut plus affirmer que les basketteurs américains sont et resteront meilleurs que les européens. Ce qui est clair, c'est que l'Europe n'est plus sous-cotée sur l'autre continent. On le voit notamment autour de la folie qui en parle les Américains, autour de Victor Wembanyama. Au final, cette rivalité Europe-Amérique ne peut être qu'excitante pour la suite, comme le monde se projette de la NBA d'organiser un match entre All-Star européens et All-Star américains. Si vous voulez plus de vidéos basket sur la chaîne, n'hésitez pas à liker et à commenter. Pensez également à vous abonner, c'est super important pour le développement de notre média. Je vous dis à très bientôt, c'était Charles pour Passion Sport.